Bonjour à tous. Raphaël Janel. C'est bon. Je suis Raphaël Janel du cabinet Hugues Lepage. Donc, on va aujourd'hui aborder notre 6e webinaire du cycle sur la biodiversité. Et on va parler du biomimétisme et des solutions fondées sur la nature. C'est deux approches qui s'inspirent de la biodiversité, donc on ne pouvait pas ne pas en parler dans ce cycle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Emmanuel Delannoy, qui est entrepreneur et conférencier avec nous. Il travaille depuis de nombreuses années sur la biodiversité et il a notamment rédigé un rapport pour le ministère de l'Environnement sur les opportunités économiques et d'emploi liées à la biodiversité. Et il travaille sur le biomimétisme et il a commis plusieurs ouvrages sur le biomimétisme dont il va nous parler tout à l'heure. Je suis également avec mon confrère Sylvain Amanaka qui va présenter avec moi les volets un peu plus juridiques de ces deux approches. Alors, on va donc peut-être commencer par les notions de biomimétisme et de solutions fondées sur la nature avant d'avancer. Alors, le biomimétisme, c'est une démarche scientifique de conception pluridisciplinaire qui prend pour modèle la nature afin de mettre au point des procédés ou des organisations. Une fois qu'on a dit ça, plus concrètement, qu'est-ce que ça peut être le biomimétisme? C'est assez ancien, hein. Enfin, d'ailleurs, c'est très ancien comme démarche. Par exemple, Léonard de Vinci, pour créer une machine volante, avait étudié un mammifère volant, c'était la chauve-souris, et un poisson volant. Et puis l'oiseau aussi pour l'architecture des plumes. Clément Ader, plus récemment, au début du XXe siècle, avait repris l'idée de la chauve-souris pour ses avions. Et on s'en inspire encore aujourd'hui chez Airbus, par exemple. La nature est également source d'inspiration en médecine ou en pharmacie. Et puis pour d'autres applications industrielles, l'araignée, par exemple, on s'est inspiré de ces toiles pour faire des filets de récupération des débris spatiaux. Ou je pense encore au velcro, qui est inspiré des fruits de la bardane. Alors pourquoi le biomimétisme c'est intéressant? Parce que ça apporte les réponses évolutives qui ont été développées par les systèmes vivants et qui intègrent par construction les limites qui sont inhérentes à leur environnement naturel. Et aujourd'hui, on sait qu'on rencontre des limites planétaires. Donc ça permet de les intégrer à l'innovation. Il y a également un potentiel financier considérable avec le biomimétisme. Il y a un rapport américain de 2018 qui indiquait qu'il y avait un marché d'ici 2025 de 1000 milliards de dollars. Et puis, peut-être un peu plus concrètement, pour les matériaux biomimétiques, d'inspiration biomimétique, comme les polymères, les métaux, les alliages, il y a un marché en 2020 qui était de 37 milliards de dollars et qui est anticipé à 65,9 milliards de dollars pour 2030. Donc voilà, on voit que c'est un potentiel très intéressant. Maintenant, les solutions fondées sur la nature, qu'est-ce que c'est? C'est les actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de la société de façon efficace et adaptive, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Alors, pourquoi les solutions fondées sur la nature, c'est intéressant? C'est parce que des écosystèmes résilients, fonctionnels et diversifiés fournissent de nombreux services écosystémiques pour nos sociétés, tout en permettant de préserver et restaurer la biodiversité. Il y a 3 types d'actions couvertes par les solutions fondées sur la nature. La préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique, ou l'amélioration de la gestion d'écosystèmes existants pour une utilisation durable. Et enfin, la restauration d'écosystèmes qui ont été dégradés ou la création d'écosystèmes. Par exemple, les solutions fondées sur la nature, ça peut être la restauration de zones humides pour faciliter, améliorer l'adaptation au changement climatique, notamment aux événements de fortes crues, parce que les zones humides permettent d'absorber une partie des crues. On voit déjà le potentiel, en fait, l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature. Ça concilie, par exemple, la lutte contre les changements climatiques et la protection de la nature. À ce titre, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que les solutions fondées sur la nature ont le potentiel de fournir jusqu'à 37% de nos besoins en matière d'atténuation du changement climatique.
Donc, on voit que ces deux approches, c'est un marché en plein développement, un potentiel financier très important, et puis un fort levier d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est pour ces raisons que les pouvoirs publics et certaines industries poussent au développement et au déploiement de ces deux approches. On verra comment tout à l'heure. Mais on verra aussi qu'on ne peut pas s'affranchir des questions de leur finalité ou même de l'évaluation de leur incidence réelle par rapport au but qui leur est assigné. On voit, par exemple, un dévoiement presque de ces notions dans leur utilisation, parce que la compensation, par exemple, de l'émission de gaz à effet de serre, on utilise une solution fondée sur la nature, ou en tout cas, on se prévoit d'une solution fondée sur la nature pour compenser les émissions, par exemple, du secteur aérien en plantant des arbres. Sauf qu'il peut y avoir un dévoiement, ça peut inciter à plus prendre l'avion et donc à émettre plus de gaz à effet de serre. Et en même temps, on n'est pas certain de l'efficacité, notamment en lien avec le changement climatique, de la plantation d'arbres. Est-ce que vraiment, pendant combien de temps ça va capter le CO2? Est-ce que ça va le faire efficacement? Donc, on voit déjà que voilà, on ne peut pas s'affranchir de la finalité en fait de ces deux approches. Ça, c'est un point sur lequel reviendra notamment Monsieur Delannoy. Et enfin, on verra ensemble quelles sont, que ces approches s'intègrent dans un cadre juridique qui existe et qui constitue presque quelque part un garde-fou, en tout cas des premières limites pour éviter le dévoiement de ces deux approches. Alors, on va commencer tout d'abord avec on va vous présenter comment s'exprime la volonté politique d'accélérer le déploiement du biomimétisme et des solutions fondées sur la nature. Il y a deux axes principaux qu'on a identifiés. C'est le développement de labels, de normes, et puis le financement aussi, les modalités de financement de ces deux approches. Alors, tout d'abord, les normes qui sont en train de se développer pour le biomimétisme et les solutions fondées sur la nature. Pourquoi c'est intéressant une norme? C'est parce que ça va assurer une cohérence dans les caractéristiques essentielles du produit visé par la norme. Ça permet d'avoir un référentiel commun et ainsi d'augmenter l'efficacité de la production ou du produit, et puis de faire des économies en rationalisant l'élaboration ou le développement des produits. Alors, il y a les deux approches dont on parle aujourd'hui font l'objet de normes. Alors, le biomimétisme, d'abord, il y a une norme ISO qui a été développée, qui est la norme 18458, et qui précise la terminologie, les concepts et la méthodologie du biomimétisme. Ça fournit un cadre donc pour la terminologie. Ça classifie cette norme, elle classifie et définit le domaine de la biomimétique, décrit des termes, le processus d'application des méthodes biomimétiques aux produits biomimétiques. La norme identifie des limites et le potentiel de la biomimétique en tant qu'approche pour l'innovation ou stratégie de développement durable. Et puis, ça décrit la manière dont les méthodes biomimétiques diffèrent des formes classiques de recherche et de développement. C'est une méthode pluridisciplinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Delannoy reviendra plus sur cette norme et sur le biomimétisme. Donc ça, c'est une première norme qui a été élaborée par l'Institution internationale ISO. Et pour les solutions fondées sur la nature, il y a une mobilisation de l'IUCN pour promouvoir le développement des solutions fondées sur la nature. Alors, l'IUCN publie des synthèses sur les enjeux d'un risque naturel et les solutions fondées sur la nature qui viennent y apporter une réponse, ainsi que des retours d'expérience. Par exemple, en décembre dernier, elle a publié une synthèse des solutions fondées sur la nature pour les risques gravitaires et les incendies. En 2019, des solutions fondées sur la nature pour les risques liés à l'eau. Et le plus intéressant, c'est que sous l'égide des Nations Unies, elle a développé et publié un standard mondial de l'UICN pour les solutions fondées sur la nature. Ce standard, ça donne un cadre accessible pour vérifier et concevoir et mettre à l'échelle des solutions fondées sur la nature. L'objectif, c'est d'assurer la pertinence et la cohérence dans le déploiement de ces solutions et de donner un cadre rigoureux de conception des solutions fondées sur la nature.
Et ce standard permet de vérifier que les solutions qui sont proposées et mises en œuvre produisent bien les effets souhaités. Il y a plusieurs critères qui rentrent dans ce standard mondial et que doivent respecter les solutions fondées sur la nature pour pouvoir être qualifiées telles. Il y en a 3, j'en citerai 3 qui sont intéressants. C'est vérifier que les solutions fondées sur la nature répondent efficacement à des défis de la société. Vérifier également que ces solutions procurent des avantages nets à la biodiversité et à l'intégrité des écosystèmes. Et un des derniers critères qui est intéressant, c'est que les solutions fondées sur la nature sont durables et inscrites dans un contexte de compétences appropriées. Voilà ce que je peux vous dire sur le développement des normes et labels pour la biomimétisme et les solutions fondées sur la nature. Je laisse la parole maintenant à Sylvain qui va vous parler des financements du biomimétisme et des solutions fondées sur la nature. Exactement. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, bonjour à toutes et à tous. Sur ce point, on va parler beaucoup des financements, donc financement public, mais en réalité, pour le moment, surtout financement privé. Par rapport aux politiques de public et au financement public, on en voit surtout accès par rapport au biomimétisme. Et ce qu'on peut en dire, c'est que les puissances publiques, dès aujourd'hui, elles ont identifié le biomimétisme comme un réel axe d'innovation essentiel. Elles considèrent que c'est un levier même vers une soutenabilité environnementale et économique. On pourra en discuter ensuite au cours de notre intervention. Et donc sur ce point, le ministère de l'Environnement, il va organiser des colloques scientifiques, il soutient aussi tout ce qui est par rapport aux activités de coordination entre la recherche et l'industrie, notamment avec le CBIOS, dont on pourra également reparler. Il participe à des travaux de normalisation, ça Raphaël l'a déjà dit. Pour prendre un exemple, par exemple, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, donc le CBIOS, a reçu un financement à hauteur de 2,2 millions d'euros pour sa plateforme Biomic et un financement de l'État. Donc, Biomic, qu'est-ce que c'est? Biomic, c'est une plateforme qui propose d'accélérer, d'amplifier, voire même de systématiser, je vous donne les grands traits, le biomimétisme dans le développement de matériaux. Et comment est-ce qu'ils font cela? Ils cherchent à mettre à disposition de toutes les filières une réelle expertise scientifique avec notamment une base de données. Donc voilà très rapidement les idées qu'on peut avoir et les politiques publiques, notamment en matière de biomimétisme. S'agissant des financements privés, je vais vous parler évidemment de la taxinomie européenne. Alors la taxinomie, on en parlera surtout pour les solutions fondées sur la nature. On a un projet d'acte délégué qui est mis en consultation depuis le 5 avril 2023. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un point assez important dessus. Mais avant ça, par rapport au biomimétisme, en deux mots, hein, on peut voir qu'il y a un réel attrait de l'investissement privé pour le biomimétisme. On parle d'un investissement à hauteur d'un demi-milliard qui a été fait en 10 ans pour des startups du secteur français de la biomimétique. Alors là, je vais vous citer quelques innovations qui ont été financées ou qui le sont. On va avoir cette idée d'une caméra inspirée de la rétine humaine avec une boîte, une colle chirurgicale qui s'inspire des mollusques. Plus dans la soutenabilité et dans l'environnement, on a l'utilisation de micro-algues pour capter et pour valoriser le CO2. Donc on voit qu'il y a quand même des innovations qui sont mises en place, qui se créent, un modèle économique qui semble être, ou en tout cas devenir fonctionnel, avec beaucoup d'investissements privés. S'agissant des solutions fondées sur la nature, on va voir ici que la taxonomie européenne va permettre de flécher l'investissement privé vers ces solutions fondées sur la nature, ce qui est quelque chose qui n'est pas, comment, qui est pas naturel.
comme on va pouvoir l'expliquer. Pour rappel, la taxonomie européenne, qu'est-ce que c'est? C'est une classification des activités économiques qui peuvent être décrites comme des activités économiques durables sur le plan environnemental. La doctrine parle souvent d'activités économiques vertes. Il s'agit donc d'un règlement de l'Union européenne qui, pour qu'une activité est classée durable sur le plan environnemental, si elle correspond au moins à l'un de 6 objectifs qui sont mentionnés sur la slide que vous pouvez voir. Donc, on a 2 objectifs liés au climat, à l'atténuation et à l'adaptation. On a un objectif sur les ressources aquatiques et marines, transition économique vers une économie circulaire également, contre la pollution et de manière assez importante pour nous, s'agissant des projets de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette taxonomie? Pour que l'activité d'une entreprise elle puisse être qualifiée de verte, il faut que 4 conditions soient remplies. La première, c'est qu'elle contribue à l'un de ces 6 objectifs que je viens de mentionner. La deuxième, c'est qu'elle ne doit pas porter atteinte aux autres objectifs. Elle doit également garantir des garanties minimales sociales, mais on le verra, il y a également un projet de taxonomie sociale qui est en train de se faire. Donc là, on se situe vraiment sur des garanties sociales minimales. Et dans une quatrième condition, l'activité, elle doit respecter des critères techniques, d'examen technique. Et ces critères d'examen technique, ils sont mis en œuvre par la Commission au moyen d'actes délégués. Et c'est plus précisément sur ces critères d'examen technique qu'on va s'orienter. En 2021 et en 2022, on a déjà vu 2 règlements délégués de la Commission sur les objectifs climatiques. Donc, ces règlements, ils nous ont dit quelles sont précisément les activités économiques qui peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental en ce qu'elles poursuivent un des objectifs climatiques. Je pense que vous en avez entendu, on a eu ce grand débat sur le fait que la France a souhaité rajouter le nucléaire et l'Allemagne a souhaité rajouter le gaz en tant qu'activité économique durable. On a désormais, depuis le 5 avril 2023, 4 nouveaux objectifs environnementaux qui ont été déclinés en plusieurs activités économiques et c'est le projet de règlement délégué du 5 avril 2023 qui a été mis en consultation. Alors, je vous propose de revenir sur chacune des activités qui sont présentées, rapidement évidemment, et puis de voir quelles peuvent être parmi ces activités, des activités considérées comme solutions fondées sur la nature. Alors, il convient d'indiquer que le règlement ne se prononce pas précisément sur le fait de savoir si l'activité en particulier est également une solution fondée sur la nature. Néanmoins, on peut voir qu'il y a des conditions qui sont assez similaires, par exemple sur la gestion des risques d'inondation, de sécheresse, qui peuvent s'apparenter également à une solution fondée sur la nature. Donc voici sur l'annexe s'agissant des activités économiques concernant les ressources aquatiques et marines. On peut voir plusieurs activités économiques, notamment un système de drainage urbain durable et la gestion des risques d'inondation et de sécheresse. S'agissant de l'objectif de transition vers une économie circulaire, alors là on a beaucoup d'activités économiques qui ont été considérées comme éligibles à la taxonomie et dont des critères ont été établis. On peut citer ici la récupération du phosphore dans les eaux usées, la production de ressources en eau alternatives à des fins autres qu'humaines pour la consommation. S'agissant de contrôle de la pollution, on a la question de l'assainissement des sites et des zones contaminées qui pourraient être considérées comme des SFN. Et surtout, je voulais revenir avec vous sur le dernier objectif qui est celui de la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. On y voit seulement 2 activités qui ont été considérées comme éligibles à la taxonomie, donc qui pourraient être durables sur le plan environnemental si elles remplissent les critères d'examen technique. La première, c'est l'activité de conservation et de restauration des habitats, écosystèmes et des espèces.
Et la seconde, c'est une activité donc d'hébergement, mais on verra juste après qu'en fait c'est une activité d'hébergement qui inclut un projet de conservation ou de restauration de ces mêmes écosystèmes, espèces et habitats. C'est pas seulement une activité d'hôtel qu'on a considéré comme remplissant l'objectif de protection de la biodiversité. Et en effet, si on s'attarde un peu sur les critères d'examen technique de l'activité de projet de conservation et de restauration de la biodiversité, on voit qu'il s'agit de projets de conservation in situ ou de projets de restauration. Euh, Ils doivent remplir plusieurs conditions pour être alignés à la taxonomie. Ces conditions, donc ces critères d'examen technique, ce sont d'une part une contribution, ça nous paraît, c'est ce qui paraît logique, avec au préalable une description de la zone, mais cette contribution, elle doit être mise en place selon un plan de gestion, et un plan de gestion qui est doté d'objectifs, et on doit vérifier que ces objectifs bénéfiques, donc de conservation ou de restauration, ont été atteints. L'un des points très importants de cette taxonomie, c'est le fait que le tout doit être vérifié par un tiers vérificateur lors d'un audit. Donc, on n'est pas sur simplement une personne qui met en place un plan de gestion et qui le met en œuvre selon un peu son vouloir. On a réellement un audit qui doit être réalisé. Et cet audit, il doit notamment vérifier que le projet de conservation ou le projet de restauration de la biodiversité, il ne se fait pas, il n'a pas pour finalité de compenser des atteintes à l'environnement qui ont pu être réalisées pour un autre projet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'un projet est aligné, éligible, puis aligné à la taxonomie, si en réalité, il s'agit de l'envers d'un projet par exemple, de création d'une autoroute ou de création d'un centre commercial qui porterait atteinte à l'environnement et à la biodiversité. Un des points importants à savoir sur le fonctionnement de cette taxonomie, c'est que son objectif final, et c'est ce qui a été prévu, c'est ce qui est dit par le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et la Commission européenne dans le règlement, c'est qu'il s'agit ici de pouvoir flécher tous les investissements privés vers ces différentes activités et notamment celles que je viens de mentionner. Il s'agit, en fonction de cette classification, de dire ensuite de permettre aux investisseurs, tout d'abord de permettre aux entreprises qui gèrent ces projets de dire voici un projet qui est réellement et durable sur le plan environnemental. Ensuite, à l'investisseur qui financerait le projet ou qui financerait l'activité de cette entreprise, de pouvoir dire, voici, de pouvoir dire à ses épargnants et lors de la constitution de produits financiers, de pouvoir dire, ce produit financier est durable sur le plan environnemental en ce qu'il constitue un financement d'une entreprise qui répond aux critères de la taxonomie. Donc on voit en fait toute l'importance de cette nouvelle classification. On voit que cette classification n'est pas nécessairement nature, c'est-à-dire que le critère d'examen technique et surtout le nombre d'activités considérées comme durables sur le plan environnemental est peut-être encore à voir, mais on n'en est qu'à l'étape du projet. D'ailleurs, ce projet, donc, il est ouvert à consultation. Donc, si vous avez des consultations, si vous avez votre mot à dire, vous pouvez. Et, je crois que j'en ai terminé sur l'explication de cette taxonomie et donc du financement privé possible de certaines solutions fondées sur la nature. On a prévu ici de laisser la parole à Monsieur Delannoy. Alors, pour lui laisser la parole, c'est moi qui ai son PowerPoint. Donc, je crois que Margot va ouvrir son micro et moi, de mon côté, je vais mettre le PowerPoint en place. Voilà, bonjour. Je pense que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Parce que j'ai des problèmes de compatibilité avec mon matériel. Voilà, mais vous m'entendez. Tout va bien. Donc. Peut-être qu'on peut dézoomer un tout petit peu pour que, voilà, parfait, là on est en pleine page. Et bon, vous pouvez passer tout de suite. Enfin, ça c'était la petite citation
ouvrir les chakras. Je vous apporte ici une définition qui est une définition personnelle du biomimétisme sur ce titre. Et puis on verra qu'il y a la plus formelle, effectivement, qui est dans la norme ISO, hein, que je reprendrai juste après. Pour moi, le biomimétisme, c'est ça. Si j'avais le résumé en fait en 3 phrases et quelques mots, puisque ce sont pratiquement les mêmes mots dans chaque phrase, c'est effectivement innover par le vivant, donc en s'inspirant du vivant. Et généralement, quand on pense au biomimétisme, on pense à ça. Et ça s'arrête là. Et effectivement, innover avec le vivant, on est beaucoup plus dans la logique des solutions fondées sur la nature cette fois-ci. C'est effectivement un travail, quelque part, faire équipe avec la vie, comme disait Robert Barbeau d'ailleurs, hein, faire équipe avec le vivant. Et enfin, cette notion de retour et de bénéfice pour la biodiversité, donc innover pour le vivant, qui ne va pas de soi, comme vous l'avez signalé, mais qui est essentiel de rappeler régulièrement. J'avais d'ailleurs signé à l'occasion de Biomime Expo il y a quelques années, je crois que c'était en 2020, un manifeste pour une éthique du biomimétisme qui s'est transformé un an après en un ouvrage un peu plus costaud qui s'appelle Biomimétique, donc cette fois-ci avec un H, justement pour prévenir et anticiper ce risque de dérive. Alors, il y a déjà des dérives, mais on va dire qu'elles ne sont pas encore massives. La grande crainte, ce serait qu'effectivement le biomimétisme soit dévoyé. Je vais vous donner tout de suite un exemple. D'ailleurs, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité avait publié un cahier sur le biomimétisme il y a quelques années. Et ils avaient évoqué des recherches qui étaient faites pour développer des micro-drones pollinisateurs qui viendraient donc remplacer les insectes pollinisateurs dont le déclin est connu aujourd'hui. On est bien d'accord qu'on s'inspire d'organismes vivants pour concevoir ces drones qui vont polliniser à la place des insectes, mais quelque part, on s'inspire du vivant pour trouver des solutions techniques qui nous permettront de remplacer le vivant, dont finalement, soit on dit bon débarras, soit on dit on n'est pas capable d'atteindre directement les causes du problème, l'effondrement de la biodiversité. Donc, on va chercher à regarder comment on peut remplacer la biodiversité. Il est évident que ça, en termes d'éthique, on sort complètement du cadre. J'y reviendrai d'ailleurs sur cette définition-là. On peut passer à la suivante. Donc voilà, simplement donc, dans la norme AFNOR et ISO, hein, qui a été évoquée jusqu'à présent, la manière dont on peut définir le biomimétisme, c'est finalement à l'intersection entre une grosse enveloppe qu'on appelle la bio-inspiration, et l'éco-conception, qui est connue et elle aussi normée d'ailleurs dans une autre norme ISO. Donc il y a bien le principe de s'inspirer des systèmes vivants au sens large, les systèmes pouvant être les écosystèmes, les organismes, voire l'échelle moléculaire, mais dans une logique d'éco-conception. Et donc il s'agit bien ici d'avoir un impact positif sur l'environnement. La biomimétique, ici à gauche sans H, étant la définition plus restreinte qui est de dire finalement on va viser la résolution de problèmes technologiques ou techniques en s'inspirant des performances techniques, là pour le coup, des organismes vivants, sans trop interroger cette question de la soutenabilité ou de la durabilité. Au passage, d'ailleurs, on évoque souvent l'Allemagne comme étant un pays très avancé. Et il est vrai qu'il y a une trentaine d'années qu'on a un grand nombre de clusters et d'organisations donc professionnelles autour du biomimétisme. Mais en fait, on parle là-bas de bionique, qui correspond à ce biomimétique qu'on va trouver à gauche ici. Il y a vraiment une inspiration technicienne. Et enfin, un dernier mot sur cette diapositive-là. Évidemment, les choses seraient trop simples si tout le monde s'entendait sur ce vocabulaire-là. Il se trouve que malheureusement, le Muséum d'histoire naturelle, les choses sont en train d'évoluer progressivement, mais le Muséum d'histoire naturelle et la FRB d'ailleurs inversent les termes biomimétisme et bio-inspiration. Pour eux, le biomimétisme, c'est le cadre général, et pour eux, la bio-inspiration, c'est la recherche de durabilité, donc quelque part l'intersection avec l'éco-conception. Alors, bon, c'est des choses qui arrivent, même quand on a une norme, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la terminologie de la norme. Donc, il faut juste être vigilant quand on regarde la littérature pour voir d'où elle vient et effectivement quel sens est donné aux différents mots. On peut passer au suivant. Juste 2-3 éléments de contexte finalement. Ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà croisé, hein, qui est la représentation de l'économiste Kate Raworth, donc auteur de la théorie du donut, avec simplement cette idée de dire, ce qui était évoqué d'ailleurs hein, dans la taxonomie, il y a
dans l'innovation, dans l'activité économique aujourd'hui, la création de nouveaux produits ou de nouveaux services, ben finalement, tout ça se trouve dans un espace qui doit être compris entre un plafond environnemental et un plancher social, et dont l'objectif est bien de nous ramener à l'intérieur de ces limites. Et finalement, toute cette taxonomie, avec un vocabulaire et une approche différente, un peu plus technocratique d'ailleurs, et peut-être un peu moins parlante que cette image qui est extrêmement synthétique finalement, montre bien que voilà, aujourd'hui nous sommes à la fois en incapacité de satisfaire les besoins humains fondamentaux à l'échelle planétaire et en dépassement des mêmes limites planétaires. Donc tout l'enjeu de l'économie, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'ailleurs d'une économie régénératrice ou d'une économie de la régénération, de même qu'on parle d'une agriculture de la régénération, qu'on parle d'agroforesterie ou de permaculture. Tout l'enjeu du biomimétisme, ça va être de se situer dans ce cadre-là et de regarder de quelle manière, biomimétisme d'ailleurs et solutions fondées sur la nature, vont contribuer à nous remettre dans cette espèce de zone en vert clair, finalement, qui est bien dans la zone de confort et de sécurité qui est à l'intérieur de ces deux frontières, donc plancher et plafond. On peut passer à la suivante. L'autre enjeu, et ça je vais y revenir, on verra la chose du point de vue du biomimétisme et du vivant maintenant, c'est que finalement ce qui caractérise aussi notre contexte économique en ce début du XXIe siècle, c'était déjà le cas il y a une vingtaine d'années, hein, ça fait quelques années qu'on est rentré là-dedans, c'est ce contexte d'inversion des raretés qui finalement illustre un changement de paradigme entre le moment où à gauche ici on est en 1850 à peu près, au moment de l'invention de l'industrie finalement, du modèle de développement industriel et industrialiste même au-delà de ça, on cherche à faire des économies d'échelle, on cherche à améliorer les rendements, mais pas sur les ressources, pas sur l'énergie, on cherche à améliorer les rendements et donc la productivité sur le facteur limitant qui, à l'époque, est la connaissance et la capacité de travail, la disponibilité de la main-d'œuvre, finalement. Dans une population qui est 7 fois moins nombreuse qu'aujourd'hui et qui est surtout beaucoup moins bien formée et moins disponible parce qu'elle est essentiellement mobilisée pour l'agriculture parce qu'on avait relativement peu d'excédents compte tenu des méthodes à l'époque. Tout ça, ça crée des conditions de la recherche d'un modèle industriel, la standardisation, la normalisation, la recherche d'économies d'échelle, des gains de productivité sur le travail, encore une fois. On remplace des hommes par des machines, donc par du capital. Ça marche extrêmement bien, mais ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, finalement, le contexte a radicalement basculé. Les ressources qui étaient abondantes, les ressources matérielles sont devenues rares aujourd'hui, on voit de la réflexion. Les ressources immatérielles qui sont fondées sur l'humain, le savoir, la connaissance, la relation, la capacité de coopération, elles sont devenues extrêmement abondantes et pourtant sont toujours sous-valorisées dans les modèles économiques. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en fait, on va évoquer un peu plus tard plusieurs niveaux du biomimétisme, dont une réflexion sur un biomimétisme stratégique et quelque part sur la réflexion sur les modèles économiques et modèles de développement. Et vous allez voir que même dans le vivant, on va trouver des éléments de réponse à tout ça. On peut passer à la suivante. Le biomimétisme, finalement, c'est quoi? C'est l'idée de s'appuyer sur 3,8, allez, j'arrondis à 4 milliards d'années de retour d'expérience, puisqu'on peut considérer que chaque espèce qui vit aujourd'hui et chaque espèce qui a vécu d'ailleurs dans le passé de l'histoire du vivant est une espèce qui a trouvé sa place dans un faisceau de contraintes environnementales. Et donc, pour ce faire, finalement, l'évolution, le vivant, a innové, a créé de la richesse aussi, simplement par la photosynthèse et le fait qu'on a un phénomène de négantropie, de réorganisation, finalement, de la matière, de l'information, de l'énergie, pour restaurer des potentialités en permanence. Et tout ça se fait dans un cahier des charges, des contraintes draconiennes, qui sont que finalement, sur le système que nous voyons là, il n'y a pas d'apport extérieur de matière et la seule source d'énergie réellement disponible sur le long terme, c'est l'énergie du Soleil. Donc le système vivant planétaire, à cette échelle-là aussi, la plus macroscopique possible, c'est un système de production durable, soutenable, et c'est donc ça qui va nous inspirer. On peut passer à la suivante. Alors la diapositive, voilà, 6. Là, ce que je vous montre là, c'est un petit peu l'histoire que je viens d'évoquer à l'instant. Si on part du centre de ce graphe, de ce schéma, c'est un arbre phylogénique, ça ressemble un peu à un arbre généalogique, sauf que c'est évidemment beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus diversifié. Si on part du centre, on a l'ancêtre commun de tous les organismes vivants, apparu peut-être il y a quelque chose comme 4 milliards d'années. Et à partir de là, le vivant ne fait que foisonner, ne fait que se diversifier, pour arriver
aux quelques 12 à 20, 25 millions d'espèces connues. Enfin non, d'espèces supposées aujourd'hui, puisque identifiées et recensées, on est plutôt à 1,5 million d'espèces. Et encore, on ne compte pas là-dedans tous les micro-organismes. Or, les micro-organismes, bactéries et archées, qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est tout ce qui est en violet et en vert ici. En rouge, orange, là sur le segment en haut à droite, on est sur ce qu'on appelle les eucaryotes, les organismes dotés de noyaux, de mitochondries, de chloroplastes, etc., dont nous sommes. Et donc, nous sommes, nous, dans les métazoa, qui sont les animaux. Donc, vous voyez, cette toute petite fraction. Ce qu'on associe à la biodiversité, c'est en fait un fragment, une fraction du vivant. Or, l'essentiel des flux et de la contribution au grand cycle du carbone, de l'azote, du phosphore, mais aussi de l'eau et de la grande machine climatique planétaire, elle est due essentiellement au métabolisme des micro-organismes qui sont infiniment plus diversifiés et plus adaptables et plus évolutifs. Les cycles d'évolution sont beaucoup plus rapides chez les micro-organismes que chez évidemment les grands animaux. Or, quand on pense au biomimétisme aujourd'hui, très souvent aussi, dans le grand public, on a tendance à raisonner sur des choses qui sont, pour prendre quelques exemples comme ça, des hydroliennes, on y reviendra, d'ailleurs c'est intéressant, inspiré de la nageoire caudale des poissons ou des anguilles, par exemple, on peut parler de Hill Energy. On a aussi, vous savez, ces dispositifs qu'on a au bout des ailes des avions, qui s'inspirent donc des ailes et de la manière dont les ailes des grands oiseaux planeurs sont recourbées aux extrémités pour générer des turbulences qui vont augmenter l'importance. Pour les avions, c'est bien, c'est diminuer la consommation. Enfin, on peut dire que le bénéfice pour la biodiversité est quand même assez réduit. On pense souvent en velcro. Donc, vous voyez, on pense à des niveaux d'inspiration qui sont souvent visibles à l'œil nu, macroscopiques, et liés à des éléments de forme et de structure. On oublie souvent l'essentiel. Il est plutôt dans les procédés, dans les organisations complexes des écosystèmes, dans les coopérations et les symbioses, où là, il y a énormément de choses à apprendre. Donc voilà quelques éléments qu'on peut dire là-dessus. Et encore une fois, quand on parle de biodiversité, c'est presque un pléonasme, parce que bios, c'est vivant, la diversité, c'est la diversité donc, des éléments du vivant. Mais en fait, la tendance naturelle du vivant sur ce système planétaire, c'est de se diversifier en permanence, c'est de foisonner en permanence. Et là, ça m'amène à la suivante, avec mon petit clin d'œil cinéphilique à John Malkovich. On peut passer sur la diapositive 8, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi je vous ai mis ça? Bon, petit clin d'œil simplement. Nous sommes dans une société et une culture qui a plutôt tendance à faire la chasse à la diversité, à toutes les diversités. Et en fait, il n'y a pas du tout de hasard, parce que la biodiversité aujourd'hui s'effondre, mais aussi les diversités culturelles, linguistiques, les manières d'aménager le paysage, les pratiques agricoles. Tout ça a tendance à diminuer, voire à s'effondrer aujourd'hui. La raison, elle est simple, et on refait le lien avec le modèle industriel, c'est qu'à partir de 1850, en gros, on a considéré qu'il y avait un optimum, il y a une courbe de Gauss dans la productivité comme ça, et qu'on a formé des générations et des générations d'ingénieurs, de managers, de leaders à atteindre cet optimum de productivité. Mais ce qui fait que tout ce qui s'écarte du centre, et le centre dans une courbe de Gauss, un de ces sommets du pic, effectivement, c'est l'optimum de production. Tout ce qui s'écarte du centre et qui fait la diversité, mais qui fait aussi donc la résilience et la capacité d'adaptation, ça, on a tendance à le chasser un tout petit peu. Je vais prendre juste quelques exemples comme ça. Dans l'agriculture, quand vous avez un champ de blé devant vous en été, vous avez non seulement une seule espèce d'un point de vue taxonomique, mais vous avez un seul individu d'un point de vue génétique, puisque tout ça, c'est des clones. Toutes ces tiges sont des clones d'un seul individu. Pour une raison simple, c'est qu'on veut que les tiges soient toutes de la même longueur, de manière à ce que dans un modèle agro-industriel, on puisse passer une barre de coupe avec une moissonneuse-batteuse, réglée une fois pour toutes. C'est un petit peu pareil dans le marché en général, finalement. Il est plus simple de culturellement formater des désirs de masse, de consommation de masse, plutôt que de s'adresser à chaque individu dans la société qui va avoir des besoins spécifiques et particuliers. Donc on fait en sorte que finalement, tout le monde consomme la même chose. Et ça passe par des modèles éducatifs, ça passe par des modèles culturels, ça passe par une grande machine de standardisation finalement. Alors tout ça, je ne suis pas en train de faire de la théorie du complot, tout ça est une tendance culturelle qui s'est passée de manière totalement inconsciente, mais tout simplement parce que nous avons chassé cet objectif cette tendance naturelle du vivant à se diversifier. Mais d'ailleurs, je fais un tout petit clin d'œil.
Pour ceux d'entre vous qui auraient emménagé dans une ancienne maison, on peut voir tout simplement que les murs sont pas droits, il n'y a rien qui est d'équerre. Quand on rentre des meubles là-dedans, ça rentre jamais non plus. Quand on veut poser des plaques de placo, on doit commencer à faire des tas de réglages. Tout ça, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on a construit ces maisons et ces meubles, les maisons étaient faites artisanalement, les meubles étaient faits sur mesure pour les besoins des habitants, et d'ailleurs se passaient de génération en génération. On est passé d'une économie qui était complètement artisanale et extrêmement contextualisée, finalement, à une économie qui est très puissante, certes, mais qui repose sur une standardisation et une homogénéisation. Ben, tout ça, ça nous a amené à faire la chasse à la biodiversité. Or, et là c'est la diapositive 9 qu'on peut passer maintenant, hein, comme le rappelait Aldo Leopold, le secret d'un bon bricolage, c'est de garder toutes les pièces. C'est-à-dire que si on veut que le système vivant planétaire garde sa résilience et sa capacité d'adaptation, on a besoin de toute cette diversité. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, hein, l'émergence de nouvelles maladies, les problèmes de santé récurrents qu'on peut avoir, la fragilisation quelque part du microbiote, par exemple humain, pour ne prendre que cet exemple-là, ben, il est lié à un appauvrissement de la diversité de nos alimentations et à un appauvrissement ou une standardisation de nos conditions de vie à tous finalement. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de diversification de notre microbiote et on voit l'émergence, en fait nous sommes des boulevards pour les pathogènes, parce qu'il n'y a quasiment plus cet effet barrière qui est propre aux écosystèmes. Donc, ce petit tunnel introductif, pour rentrer maintenant dans le détail du biomimétisme, c'est la slide 10. Et là, voilà, ce qu'on connaît du biomimétisme en général, le premier niveau en tout cas, hein, on pense effectivement à ce biomimétisme de forme et de structure. Et donc, bah, c'est typiquement les exemples que je citais, les ailes des avions, les pales des éoliennes, le velcro, ces choses-là, effectivement. Mais ce n'est pas là qu'est l'essentiel, finalement. Ça peut permettre de faire des produits efficaces, efficients, parfois éco-conçus, mais pas nécessairement, parce que si on veut copier la forme d'une aile d'oiseau, par exemple, ou d'une nageoire de baleine à bosse pour faire une pale d'éolienne, mais qu'on l'a fait en Kevlar, ben, on n'a aucun bénéfice d'un point de vue environnemental sur le cycle de vie du produit. Le deuxième niveau est plus intéressant, c'est que là, on va commencer à regarder, mais finalement, comment ça se passe dans les systèmes naturels, quels sont les procédés qui permettent d'obtenir des propriétés souvent équivalentes d'ailleurs à ce que nous avons avec nos solutions technologiques, mais avec un coût environnemental bien moindre. Je vais vous donner juste un exemple, allez, deux ou trois quand même. La soie de l'araignée, par exemple, c'est du carbone organique, c'est 100% recyclable, c'est monomère et monomatériaux, et c'est 100% recyclable puisque l'araignée peut manger une ancienne soie d'araignée. C'est fabriqué à température ambiante et à pression ambiante sans aucun additif. Pourtant, le produit fini a les mêmes propriétés mécaniques que la fibre de carbone, le Kevlar, qu'on utilise pour des voiles de bateau, pour des cadres de vélo, pour des skis, pour des d'applications pointues, des pales d'hélicoptères, etc. Un autre exemple, et j'y reviendrai, d'ailleurs je vous montrerai l'exemple après, c'est le verre. Pour faire du verre aujourd'hui, nous chauffons à très haute température, 1500 degrés à peu près, du sable. Or, en fait, il y a des organismes dans les milieux marins qui fabriquent du verre, mais qui le fabriquent à pression ambiante et à température ambiante, simplement par accrétion, c'est-à-dire qu'elles vont guider des atomes de silicium pour faire pousser un cristal et lui donner la forme et les propriétés qu'ils veulent. C'est ce qu'on va trouver dans les diatomées, par exemple, ou les éponges de verre. J'en resterai à ces deux exemples-là. On pourrait en citer des dizaines. Et enfin, le dernier point, c'est s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes. Et là, on va trouver tout ce qui va concerner les organisations, bien sûr, les territoires, l'urbanisme, l'architecture. Et là se trouve la question, effectivement, de ces équilibres dynamiques et de l'interface, finalement, entre ce système orienté, hein, ça peut être les systèmes agricoles productifs, type justement agroforesterie ou permaculture, mais ça peut être aussi la ville de demain, et ça peut être bien sûr les solutions fondées sur la nature pour toutes les régulations, ne serait-ce que des intempéries, des effets des événements climatiques extrêmes, etc. Et je vais juste voilà, illustrer ça avec la diapositive suivante. On peut passer à la 11. Voilà, je vous mets juste une image ici. Non, la précédente, pardon, la forêt, les arbres. Je suis urbaniste, je cherche à inventer une ville. Je me pose les questions de quelles sont les grandes fonctions d'une ville aujourd'hui. Une ville, elle doit fournir des espaces de vie,
des espaces de travail, des espaces de circulation, tout ce qui fait qu'un être humain aujourd'hui va pouvoir satisfaire l'ensemble de ses besoins physiologiques, mais aussi sociaux, mais aussi économiques, etc. Une ville, elle doit pouvoir approvisionner chacun de ses habitants en énergie. Une ville, elle doit pouvoir approvisionner chacun de ses habitants en alimentation, en eau, en matériaux. Et pour ce faire, une île, souvent, elle va plonger ses racines, finalement, elle va se sourcer très loin. On parle de l'empreinte écologique des villes, hein, qui est plusieurs centaines de fois, voire plusieurs milliers de fois supérieure à la superficie de la ville elle-même. Bah là, l'idée, c'est de se dire, mais finalement, quelles sont toutes ces fonctions dont une ville pourrait avoir besoin et qu'une forêt fait sans que personne lui demande. Bah, une forêt, par exemple, elle va capter l'ensemble de son énergie à partir du rayonnement solaire, elle va la stocker sur place, elle va la redistribuer sur place via des réseaux de distribution, trophiques, le mycélium sous terre, etc. Une ville, elle va produire l'ensemble de ces matériaux sur place à partir de ses déchets. Donc on a vraiment une notion d'économie circulaire intégralement relocalisée. Une ville, elle va épurer en permanence son eau, la stocker, la rendre disponible sur place aussi, alors que nos villes vont puiser leur eau loin et vont les faire se retraiter, ces eaux usées, très loin des villes aussi, d'où les grandes dépenses énergétiques. Une ville, elle va mettre à disposition de ses habitants non seulement des espaces d'habitation, mais aussi des systèmes de communication, de voirie, de télécommunication, d'information, etc. Ce que fait la forêt, notamment à travers tous les signaux chimiques, les phéromones, etc. Et tout ce qui va se passer, encore une fois, dans le sous-sol, via des interactions entre les plantes par le réseau du mycélium, en fait, du champignon. Donc on voit que finalement, quand on se pose la question de quelles sont les fonctionnalités dont nous avons besoin dans nos systèmes à nous, on peut faire ce pas de côté qui consiste à aller regarder un écosystème et se dire, ben voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui avec la technologie, voilà ce qui se passe dans les milieux naturels, tiens, pourquoi on ne s'est pas posé cette question-là? Pourquoi on ne s'est pas posé la question de l'autosuffisance énergétique des villes? Pourquoi on ne s'est pas posé la question de la capacité d'épuration des eaux, etc. Enfin, tout simplement parce qu'on était dans un monde sans contraintes, sans limite, où l'énergie était bon marché, mais que ce monde-là est arrivé à son terme, donc ce qui rend pertinent le biomimétisme. On peut passer là à la slide 12. Bon, à travers, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, parce qu'effectivement, on rentre dans ce qu'on appelle les principes du vivant. Là, je vous ai mis la version la plus simplifiée de 7 principes qu'on trouve dans le livre de Janine Benyus, qui date de 97. Il y en a d'autres, avec d'autres auteurs maintenant, qui ont énormément élaboré ces principes du vivant-là. On a des versions beaucoup plus riches que celle-ci. Mais finalement, l'essentiel dans la philosophie est là. Et je pense que l'essentiel qu'il faut se poser finalement, c'est de se dire, mais pourquoi le système vivant planétaire est toujours là après 4 milliards d'années? Pourquoi la coexistence entre tant d'espèces aujourd'hui est toujours possible? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de principes du vivant qui sont des principes évolutifs émergents qui sont apparus avec cette longue histoire de coévolution sur plusieurs milliards d'années. Et ces principes émergents font que chaque espèce est ce qu'on appelle une espèce ingénieure. Elle modifie, elle transforme son environnement, elle interagit évidemment avec toutes les autres dans son environnement naturel, mais elle interagit d'une manière qui, en général, sur le long terme, est à somme positif. On est sur des bénéfices réciproques. Il est rare, par exemple, qu'un prédateur élimine intégralement sa proie. Sinon, il est condamné à disparaître. Il est rare qu'un parasite élimine son hôte aussi. Et donc voilà, on a des règles, des principes d'autorégulation comme ça qui font que le système vivant planétaire tient encore debout aujourd'hui après tant d'années. Si je passe sur la diapositive suivante, donc la 13, voilà, je vous montrais juste ici ces organismes, donc ces diatomées, qui sont à l'échelle microscopique. On en trouve beaucoup dans le sable d'ailleurs, qu'on va nous faire fondre pour fabriquer du verre. Ben, ces organismes-là font du verre à température ambiante. Il se trouve qu'au Collège de France, on a des équipes de chimistes qui se sont demandé comment ça se passait. Et en fait, ça se passe simplement par le jeu de protéines qui sont façonnées de telle manière à capter ces cristaux de silicium qui sont très abondants dans l'eau de mer et à les orienter, encore une fois, d'une manière qui va permettre de créer toutes ces formes-là. Donc, on est vraiment sur un système de cristallisation et non pas de fusion. C'est un autre principe du vivant, c'est que la chimie du vivant, elle se fait à température ambiante, à pression ambiante et avec un solvant universel qui est l'eau. Et que l'essentiel, ça va être ma diapositive suivante d'ailleurs, on peut passer à la suivante, l'essentiel dans le vivant repose sur ce qui est immatériel, c'est-à-dire sur l'information. Dans notre monde technologique et en thermodynamique, on peut faire ce genre de tableau d'équivalence parce que tous les systèmes complexes sont traversés par des flux d'énergie, de matière et d'information qu'on sait quantifier relativement.
Et dans notre monde technologique, finalement, ben, l'énergie et la matière sont des choses qui sont gratuites. Gratuites parce qu'elles n'ont pas de limite en termes de coût, c'est-à-dire que quand on fait le plein d'essence dans sa voiture, on a l'impression que c'est cher, mais on oublie qu'en fait, à la base, le pétrole, il suffit d'aller le chercher. Les coûts du pétrole, ce sont des coûts d'extraction, ce sont des coûts technologiques, ce sont des coûts de transaction, de stockage, d'acheminement, ce sont des coûts humains pour l'essentiel. Mais nous n'avons pas de limite de rétroaction de la nature qui nous dit attention, là, je vous donne mon pétrole, mais il va falloir le payer. Non. Alors que dans les systèmes vivants, dans une cellule photosynthétique par exemple, il y a un investissement métabolique qui est extrêmement fort. D'ailleurs, le rendement de la photosynthèse n'est que de 2%, hein, ça montre bien cette limite-là. Comme pour fabriquer des matériaux, il faut de l'énergie, donc de l'énergie photosynthétique, et ben, là aussi, il y a un goulet d'étranglement qui est lié au rendement de la photosynthèse. Et après, dans toutes les chaînes trophiques, vous avez à nouveau des déperditions thermodynamiques. Hein. À chaque fois qu'on monte d'un palier dans les chaînes trophiques, on a à peu près 30% de pertes thermodynamiques. Et c'est normal d'ailleurs. On ne peut pas aller au-delà de ces limites-là. Que fait le vivant avec ça? Il mise sur l'abondance. L'abondance, ce sont des molécules abondantes, des atomes abondants. Vous avez 3 chaînes de polymères, hein, des sucres complexes, des protéines et des chaînes lipidiques. Et tous ces polymères-là sont basés sur des atomes, 5 atomes en fait, essentiellement, du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote et du phosphore. Et avec tout ça, 3 molécules et 5 atomes, vous fabriquez 95% des matériaux du vivant. Le reste est au niveau des traces finalement. Donc ça veut dire que finalement le monde vivant, c'est un peu comme un livre de cuisine qui se fonde sur un nombre très limité d'ingrédients, mais une quantité presque infinie de recettes. Et c'est ça qui est essentiel et que nous n'avons pas encore compris, c'est que l'information est prédominante, c'est dans la structure, par exemple, qu'on va pouvoir diversifier les productions, et c'est en accueillant la biodiversité, et non pas en la diversité, pardon, et non pas en la chassant, qu'on va pouvoir innover durablement. Alors, allez, rapidement aussi, la 15, simplement pour l'idée que l'évolution du vivant, elle est ponctuée de crises d'extinction majeures, c'est pas un long fleuve tranquille, et elle est ponctuée finalement de moments dans lesquels les facteurs clés de succès, ce qui permettait de réussir dans l'évolution, ne sont pas les mêmes en fonction des conditions. En gros, un faux ami, c'est de penser qu'on va avoir tendance à coopérer plus quand les choses vont bien. Maintenant, quand les choses vont bien, on est dans des contextes d'abondance, et c'est plutôt la compétition pour accéder à ces ressources abondantes qui va prédominer. Ce que je montre là, par exemple, Trias, Jurassique, Crétacé, hein, c'est l'essor des dinosaures. Ce gigantisme qu'on va trouver, il est lié à des conditions climatiques qui ont été extrêmement stables pendant 165 millions d'années, ce qui était absolument exceptionnel, et à une abondance de biomasse et de ressources naturelles pour l'ensemble des chaînes trophiques. Or, en fait, on se rend compte que dans des écosystèmes perturbés et dans des périodes de crise, comme on a connu dans le monde du vivant, ce sont plutôt les stratégies de coopération et l'agilité qui vont faire la différence. Donc, on passe d'un mode dans lequel la spécialisation, la compétition, la puissance sont des facteurs clés de succès, vers des modes dans lesquels c'est plutôt la coopération et l'agilité qui vont être les facteurs clés de succès, comment on va tirer son épingle du jeu. Là aussi, on est sur l'idée de se dire que peut-être que nos organisations peuvent s'inspirer du vivant. On est sur un autre niveau d'inspiration et de biomimétisme, qui est de se dire, mais finalement, quelles sont les conditions du succès, encore une fois, de ce système vivant planétaire? Quels sont les principes les plus robustes dont on peut s'inspirer? Je vais en donner 2 exemples. Après, la 15, voilà, c'est la question de l'exaptation. L'exaptation, c'est tout simplement le bricolage de génie qu'on va trouver dans le vivant. C'est l'idée qu'on voit ici, hein, les plumes des oiseaux. Elles n'ont pas été inventées le jour où les oiseaux se sont mis à voler. Ces plumes existaient sous la forme d'un duvet, qui n'avait pas tout à fait la même forme, mais qui avait par contre la même structure, et qui couvrait la plupart des dinosaures, mais c'était simplement un organe de régulation thermique, un isolant en fait thermique. L'exaptation, en fait, c'est l'adaptation d'un organe, d'une structure ou d'une compétence ou d'un comportement qui existait dans un contexte pour lui faire rendre quelque chose de différent dans un contexte qui, lui, va être radicalement différent. Et là, on peut se dire, tiens, dans la transition écologique, on a des quantités de gisements d'exaptation. On ne balayera pas tout du jour au lendemain.
Et donc la question va être de dire, mais comment on va pouvoir exapter, non plus adapter finalement, nos systèmes de production, nos sociétés, nos villes, à ces nouveaux besoins qui sont liés à la transition écologique. Là aussi, on est dans un niveau de biomimétisme stratégique. Et enfin, le dernier, avant peut-être d'avoir 2 slides de conclusion, là, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps. Il me reste combien de temps? Ah, on va bientôt déborder le temps qui nous a été imparti, mais on Bon, va alors je conclus. terminer. Simplement, la résilience en termes écologiques, hein, cette fois-ci, elle repose en fait sur des principes qui sont la diversité, la capacité d'apprentissage et l'auto-organisation. Vous voyez, ces 3 principes qu'on va trouver sur cette espèce de mosaïque-là. Tiens, quand on se dit diversité biologique dans le cas des écosystèmes, capacité d'apprentissage, ben, c'est la capacité de retenir finalement quelque chose, un événement, et d'apporter une réponse plus appropriée la fois suivante. Et l'auto-organisation, ben, c'est bien la décentralisation, c'est le principe qu'il n'y a pas de chef dans la nature finalement. Ben ça, c'est 3 principes qu'on trouve dans les écosystèmes, les principes écosystémiques, mais qui sont tout à fait applicables dans les organisations humaines. Et donc, on peut aussi travailler la résilience des organisations humaines fondées là-dessus. Et enfin, allez, rapidement pour conclure, il existe une méthode qui s'appelle Biomime Plus, qui est diffusée par le CBIO, c'est l'Institut des futurs souhaitables, qui est une formation en fait d'ingénieurs et de designers, essentiellement sur des nouvelles grilles de questionnement. En fait, c'est beaucoup plus une gymnastique intellectuelle qui amène à poser les questions autrement et qui oblige en permanence à faire des pas de côté, des abstractions, contextualisation, abstraction, contextualisation, pour essayer de bien comprendre quelle partie on va pouvoir tirer d'un comportement, d'une espèce animale, végétale ou d'un écosystème tout ensemble. Et enfin, je vais peut-être m'arrêter là parce que je crois que je suis en train de déborder. Je vais m'arrêter sur la 19, qui offre une sorte de grille de lecture finalement. On a souvent raisonné, d'ailleurs quand on parle d'éco-conception, hein, on parle en termes de biocompatibilité, finalement d'innocuité d'un produit ou d'un composé chimique sur l'environnement. Mais en fait, si on veut vraiment réfléchir à une vraie compatibilité avec les écosystèmes, ben c'est la question aussi de l'éco-compatibilité et donc la compatibilité d'une innovation avec l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes. Je vais donner juste un exemple, hein, nos infrastructures de transport, elles fragmentent, elles découpent les écosystèmes, et aujourd'hui, telles qu'elles sont conçues, alors on les a améliorées tout récemment, mais telles qu'elles étaient conçues encore récemment, et qu'elles le sont pour la plupart du temps aujourd'hui conçues, elles vont fragmenter les écosystèmes, et donc briser finalement cette capacité à entretenir le brassage génétique au sein des écosystèmes. Donc maintenir l'intensité, la diversité des liaisons horizontales, verticales, etc., sont des choses qui sont assez essentielles par rapport à, pour le coup, les conséquences de l'ensemble des innovations qui sont mises sur le marché. L'automobile, par exemple, c'est très bien, mais sauf que l'automobile a nécessité. Donc on peut rester sur le précédent encore, et on va rester sur celui-là, je vous promets, j'arrête là. L'automobile va nécessiter des infrastructures pour son usage qui, elles, vont avoir des impacts. Et donc, il faut vraiment penser globalement et de manière systémique. Et enfin, l'évo-compatibilité, alors je la résumerai simplement à une chose, et le bon exemple, ça va être les solutions fondées sur la nature. Spécialiser un écosystème pour lui faire rendre une fonction qui nous intéresse dans un contexte donné, par exemple la captation du carbone aujourd'hui, ou la régulation des effets des intempéries, des inondations, etc., ou le maintien des sols pour lutter contre l'érosion, ça peut être très bien dans un contexte donné. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'enfermer finalement cet écosystème dans une logique évolutive qui va lui empêcher finalement cette tendance au foisonnement, cette autonomie qui le caractérise en règle générale, et qui risque finalement de le fragiliser le jour où quelque chose d'autre va affecter l'environnement. Et donc là, on voit bien que l'essentiel aujourd'hui de la réflexion, par exemple sur l'agriculture, sur la foresterie, sur les thématiques de préservation du trait de côte ou de gestion du trait de côte de manière dynamique aussi, mais on voit bien que là, on va se fonder sur des solutions fondées sur la nature, mais avec cette double exigence qui est finalement, effectivement, oui, de rendre des fonctions dans un contexte bien donné dont nous avons besoin actuellement, mais de rendre possible aussi cette évolution du vivant
parce que finalement, il n'y a que le vivant qui sait comment s'adapter aux changements qui sont à venir. Garder en fait l'intégralité, comme disait Aldo Léopold, garder toutes les pièces et garder l'intégralité des potentialités évolutives, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Je pense qu'on peut en rester là et passer aux questions s'il y a des questions. Merci, Monsieur Delano, c'était très, très enrichissant. On a juste une partie sur les garde-fous en fait, juridiques pour répondre à certaines des limites qu'on a évoquées, que vous avez évoquées tout à l'heure, les questions éthiques. Et après, on passera aux questions, mais je ne suis même pas sûre qu'on ait le temps, en fait. Voilà. À toi, Je Sylvain. coupe mon micro et j'écoute. Pour revenir donc rapidement, merci beaucoup Emmanuel Delannoy. C'était très clair et très inspirant. Pour revenir sur les questions juridiques, sur ce point, on a vu et vous avez présenté en tout début que le biomimétisme, c'était pas nécessairement, en tout cas pour les entreprises qui innovent, c'était pas nécessairement une innovation pour le vivant. Et ça nous a mené à penser deux limites que sont le droit de l'environnement et notamment le droit de la consommation, comme on va le voir, qui peuvent être des garde-fous face à une volonté peut-être d'utiliser le biomimétisme pour prôner une idée et vendre une idée qui, en communiquant sur le fait qu'elle serait fondée sur l'environnement, donc a priori bonne pour l'environnement, mais dans les faits, avoir quelque chose de complètement différent. Et la première limite à laquelle on a pensé, voilà, ça marche, c'est donc cette question de greenwashing, en fait, puisqu'on en revient là, à dire que le biomimétisme, c'est bon pour l'environnement. Si c'est pas réellement le cas, ça revient à faire du greenwashing. Quand on a perçu ce risque, du coup, on voit, enfin, nous, ce qu'on voulait vous présenter, c'est qu'il y a une réelle réglementation du phénomène du greenwashing et on voulait vous la présenter pour vous montrer cette première limite. Et là-dessus, on voulait faire un point sur la proposition de directive sur les allégations vertes, la Green Claims Directive. Il faut savoir que c'est une proposition de directive qui est vraiment toute récente. Elle a été proposée, donc la proposition a été publiée le 22 mars 2023. Il y a encore tout le chemin législatif à faire entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, mais son objectif, son champ d'application et son contenu sont suffisamment intéressants pour qu'on s'y attarde d'ores et déjà. Par rapport à son objectif, donc, cette proposition, elle a pour but de fixer des exigences minimales concernant la justification des communications sur les allégations vertes et donc des étiquetages et même des labels environnementaux. Donc de quoi on parle? On parle de l'étiquette sur le produit qu'on va vendre qui va être donc zéro impact CO2, respectueux de l'environnement, mais qui pourrait très bien être également bio-inspiré ou voire solutions inspirées de telle pratique animale, etc. En fait, toutes ces communications qui finalement pourraient nous inciter à concevoir le produit comme complètement vert et à l'acheter. Il faut savoir que cette proposition de directive a un champ d'application qui est très large. En sont exclus uniquement les micro-entreprises, donc c'est-à-dire les entreprises de moins de 10 salariés, et il porte, hein, comme j'ai dit, sur toutes les allégations vertes et sur tous les labels environnementaux. Quel est le contenu de cette directive, la proposition de directive? Elle se fonde sur une obligation de justifier les allégations vertes. Donc, ce n'est pas une interdiction des allégations vertes, c'est simplement dès lors qu'il y a une allégation qui est faite sur un produit ou sur un site internet ou par un label, eh bien, on doit y être jointe une complète justification. Cette justification, elle fait l'objet d'une évaluation. On doit préciser si la réclamation elle porte sur l'ensemble du produit ou seulement sur une partie, s'appuyer sur des preuves scientifiques qui ont été reconnues, démontrer quels sont les impacts environnementaux s'il y en a, et surtout, cette évaluation, elle doit être vérifiée. Vérifiée par, là encore, un tiers accrédité. Et bon, sans plus tarder, puisqu'on a déjà dépassé le temps, c'est pour vous dire vraiment que on a une de ces premières limites qui pourrait être ben voilà, si on enlève la possibilité pour les entrepreneurs de faire de greenwashing par rapport à leurs produits biomimétiques,
alors, d'une façon ou d'une autre, d'une façon annexe, on ferme cette possibilité de utiliser à mauvais escient les innovations biomimétiques. Et je te passe de biomimétisme. Je te passe la parole, Raphaël. Merci Sylvain. Alors juste peut-être pour terminer, je vais vous présenter rapidement le garde-fou en fait que présente le droit de l'environnement pour des solutions qui présenteraient un risque, par exemple pour une autre dimension de l'environnement. Je vais revenir plus précisément là-dessus. Donc il y a des réglementations qui sont destinées à encadrer, à prévenir les incidences négatives notables sur l'environnement d'un projet. Je pense par exemple aux modifications de zones humides dont j'ai parlé tout à l'heure pour limiter le risque de crue. Donc là, on va toucher à des zones qui sont particulièrement sensibles. Elles ont non seulement une vocation de s'adapter en cas d'inondation, mais aussi elles présentent un intérêt fort pour des espèces de faune ou de flore qu'il faut préserver. Donc du coup, quand on va toucher à une zone humide, on ne peut pas le faire de façon, sans contrôle, sans garde-fou. Ça peut nécessiter une déclaration au préfet ou alors une autorisation. La déclaration, le préfet peut s'y opposer s'il estime que ça présentera un risque pour justement peut-être des espèces ou l'autorisation. Quand on touche par exemple à une zone humide qui fait plus d'1 hectare, l'autorisation peut ne pas être délivrée si ça présente une incidence négative notable, par exemple pour les voisins, les habitations riveraines qui habitent à côté, ou pour les espèces inféodées à la zone humide en question. Donc voilà, on ne peut pas agir n'importe quoi. Il y a des régimes d'autorisation et de déclaration qui sont contrôlés par les services de l'État, notamment en France. Après, pour les produits innovants développés selon les principes du biomimétisme, il y a des réglementations par secteur qui permettent de s'assurer qu'on ne va pas mettre sur le marché des produits, par exemple, qui vont présenter un risque pour la santé. Je pense aux produits qui sont en contact alimentaire. Il y a un grand principe qui est qu'on ne met pas sur le marché un produit en contact alimentaire qui va céder des constituants à ce qu'on va manger dans des quantités qui présenteraient un danger pour la santé humaine. Il y a aussi des réglementations qui sont destinées à assurer la sécurité publique, comme par exemple, quand on parlait des ailes d'avion, on ne peut pas mettre des ailes sur un avion sans avoir l'aval de l'Organisation internationale pour la sécurité civile, donc qui s'assure de la sécurité du produit ou de l'adaptation ou de l'innovation pour les personnes qui vont être transportées notamment. Voilà schématiquement et rapidement les différents garde-fous qui existent en fait d'ores et déjà dans le droit pour limiter le risque de dérive ou alors d'utilisation galvaudée de ces termes de biomimétisme et de solutions fondées sur la nature. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est au-delà de ce qu'on avait prévu. Monsieur Delannoy, ça a été vraiment un plaisir. C'est avec grand intérêt qu'on vous a écouté. Donc, merci beaucoup. Et merci. Et désolé d'avoir dépassé le temps. Comment? Je disais merci, mais désolé d'avoir dépassé le temps. Non, mais il y a pas de problème. On est sur l'heure déjeuner. On a gardé tout le monde. Et puis c'était vraiment, ça méritait d'aller jusqu'au bout. C'était vraiment très intéressant. Aucun problème. Et donc nous on vous remercie tous ceux qui nous ont écoutés ce midi. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.